L'Ukraine a passé les 4 dernières années à prouver une chose. La nécessité est le moteur le plus puissant de l'innovation militaire sur Terre. Des moteurs de mobylettes réutilisés pour alimenter des drones de frappe à longue portée aux leurres gonflables trompant les systèmes de ciblage russes, le pays a constamment trouvé des moyens de dépasser ses propres limites. Mais à la fin du mois de février, 2026 Firepoint, une entreprise privée ukrainienne de défense basée à Kiev, a ajouté quelque chose qui pourrait complètement changer le cours de cette guerre et écraser les lignes de front russes, le FP7. C'est un missile, mais pas n'importe lequel. C'est un missile balistique à courte portée produit localement, avec des implications majeures, bien plus larges qu'il n'y paraît au premier abord. Ce n'est pas simplement un prototype. Les derniers rapports indiquent que le FP7 est désormais opérationnel et peut être lancé. Cela pourrait signer la fin des opérations de première ligne de la Russie en quelques mois. Alors, quelle est sa vitesse? Quelle est sa portée? Pour comprendre pourquoi le Kremlin pourrait soudainement se méfier, examinons ces chiffres, et bien plus encore. Maintenant, le FP7 a une portée de frappe déclarée allant jusqu'à 200 km, soit environ 124 miles. Sa vitesse maximale est de 1500 mètres par seconde, ce qui équivaut à environ 3350 miles par heure. Il peut atteindre une altitude d'environ 40 miles à sa trajectoire maximale. L'ogive du missile pèse un modeste 150 kg, ce qui est inhabituel pour un missile balistique. Elles peuvent peser jusqu'à 450 kg, car elles sont conçues pour pénétrer des cibles profondément enfouies ou très blindées. Son écart circulaire probable, qui mesure la précision et indique à quelle distance le missile atterrira de manière fiable près de sa cible prévue, est d'environ 14 mètres. Ensuite, il y a toute la séquence de vol. Le lancement et la détonation sur la cible durent environ 4 minutes, soit la durée moyenne d'une pause publicitaire à la télévision, ce qui laisse peu de temps pour évacuer le personnel. Bien que cela puisse sembler être beaucoup d'informations assez anodines, ces chiffres comptent. Mais le FP7 peut-il vraiment faire tout cela? Pour le savoir, nous devons examiner des images réelles du missile en action afin de confirmer ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Le concepteur en chef de Firepoint, Dennis Stillman, a publié une vidéo de lancement décisif sur X le 27 février 2026 avec la légende « Bienvenue FP7 ». La vidéo montrait le missile quittant son lanceur et terminant la phase de propulsion avec son moteur allumé. Le moteur fusée à propergol solide s'allume ensuite. Le missile accélère le long du rail de lancement et il s'élève. Certes, ce n'est pas beaucoup de preuves, à part confirmer que le FP7 existe en tant qu'objet physique, qu'il peut être lancé avec succès et qu'il atteint un vol propulsé stable. Il n'y a aucune séquence d'un impact terminal, ni de vérification indépendante contre une cible au sol. De plus, il n'y a aucune confirmation du chiffre de précision, de la portée ou de l'altitude maximale au-delà de ce que le fabricant a publié dans une publication distincte. Donc, si l'on prend les images pour argent comptant, tout ce qu'elles prouvent techniquement, c'est que l'Ukraine a construit un objet en forme de missile qui peut quitter le sol de manière contrôlée. Cette présentation néglige le contexte. Le développement de la défense nationale ukrainienne diffère des programmes d'acquisition occidentaux. Il n'y a pas de processus de test sur plusieurs années, pas de procédure d'approbation parlementaire, et pas d'années d'essai sur le terrain avant la publication d'un communiqué de presse. En pleine guerre, les entreprises de défense ukrainiennes doivent développer sous le feu, innover vite et partager les informations avec précaution. Le FP5 Flamingo a suivi le même schéma de développement. Il a été annoncé, brièvement présenté, puis déployé opérationnellement en relativement peu de temps. En fait, le public a appris son utilisation au combat principalement grâce à la déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même après coup. Or, la diffusion de toute séquence de lancement du FP7 suggère que le programme de développement a déjà progressé bien au-delà de ce que montrent ces images. Ce que l'Ukraine présente n'est certainement pas un prototype lors de son premier essai. Il s'agit plus probablement d'une annonce de capacité opérationnelle complète, et selon toute vraisemblance, cela pourrait même être intentionnellement orchestré. Comme elle ne montre que le lancement, c'est assez sensible pour que les médias russes comprennent le message, une nouvelle menace dans le secteur que leurs conseillers tactiques doivent connaître. Et comme le missile n'est jamais montré en train de frapper une cible, la vidéo peut être diffusée sur tous les réseaux sociaux des deux camps du conflit pour montrer le potentiel et le développement de l'Ukraine. Pourquoi veulent-ils un nouveau missile alors que leurs drones ont déjà causé de lourdes pertes aux forces russes? Pour répondre,
Examinons d'abord la portée et les caractéristiques techniques du missile. Maintenant, la portée annoncée de 200 km est probablement le chiffre qui risque le plus de donner une fausse première impression. L'instinct, vu les succès de l'Ukraine avec des drones d'attaque longue portée, pousse à s'interroger sur l'importance d'un missile courte portée, alors que les drones FP1 ont touché des infrastructures pétrolières à plus de 1000 km de la frontière. La réponse tient à la différence entre une frappe stratégique en profondeur et une frappe de précision opérationnelle, ainsi qu'à la question du temps. Les capacités actuelles de l'Ukraine reposent principalement sur des drones à longue portée conçus pour éviter les défenses ennemies et planer lentement vers leurs cibles, tout en restant relativement invisibles aux défenses classiques basées sur le radar. Bien qu'efficaces, cela les rend très lents. La plupart des campagnes ukrainiennes à longue portée prenant des heures avant d'agir. Pendant ce temps, le drone vole en grande partie de façon autonome le long de routes préprogrammées vers sa cible, et les opérateurs ont souvent peu de visibilité sur ce qui se passe, jusqu'à ce que la frappe réussisse ou échoue. Par exemple, un FP1 lancé vers une raffinerie à l'intérieur de la Russie pourrait rester en vol pendant la majeure partie de la journée. C'est opérationnellement approprié pour certaines missions, comme détruire des infrastructures fixes, dégrader des installations de production, et frapper des dépôts de ravitaillement loin du front. Ces cibles ne bougent pas, et l'approche lente d'un drone peut être gérée en tenant compte de ce fait. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur Surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. La bataille lui-même suit un rythme. Une colonne blindée russe se préparant à une attaque n'attendra pas l'arrivée d'un drone. Un poste de commandement installé dans un bâtiment à 80 km derrière les lignes peut être occupé des heures, puis soudainement évacué. Les équipements de défense aérienne russes, principal obstacle à une attaque aérienne, ont des capteurs couvrant des centaines de kilomètres dans toutes les directions et sont conçus pour être transportés par camion et déplacés afin d'éviter la détection. Ces cibles mobiles ou semi-mobiles peuvent techniquement être frappées comme avec des drones traditionnels à longue portée. Mais une arme, avec seulement 4 minutes de vol, sera presque impossible à éviter une fois au sommet de sa trajectoire. Pour illustrer cela avec un exemple concret, prenons ce scénario. Le renseignement ukrainien confirme qu'une base logistique russe, située à 130 km derrière la ligne de contact, reçoit une importante cargaison de munitions, et que des véhicules devraient redistribuer ces munitions aux unités de première ligne dans les prochaines heures. Un drone lancé à cette distance mettra au minimum 90 minutes pour arriver, en supposant des vents favorables et l'absence de contre-mesures. Une lourde roquette avec une munition guidée standard ne peut pas du tout atteindre 130 km. Un missile Storm Shadow peut atteindre la cible, mais cette ressource alliée est limitée, et son usage exige une coordination politique avec le Royaume-Uni, ce qui peut causer des retards, si les renseignements britanniques doivent approuver la cible. Maintenant, ajoutez un FP7 dans l'équation. Un FP7 lancé depuis une position dissimulée peut parcourir ses 130 km en environ 3 minutes, pas le temps de fuir ou de se cacher. Mais au-delà de l'application tactique, il y a une dimension politique tout aussi importante. L'Ukraine a longtemps dû composer avec les restrictions des alliés occidentaux sur l'utilisation des armes reçues. Par exemple, même si l'Occident a livré des missiles longue portée, ceux-ci étaient soumis à des restrictions de portée qui ont directement limité les cibles que l'Ukraine peut attaquer. Mais un missile balistique produit localement supprime complètement cette contrainte.
L'Ukraine n'a pas besoin de demander la permission de qui que ce soit pour tirer un FP7. Cette indépendance, dans un conflit où les délais d'approbation des cibles peuvent avoir un impact mesurable sur le succès opérationnel, peut donner à l'Ukraine un contrôle bien plus important sur le champ de bataille. Mais il y a une raison plus fondamentale pour laquelle le FP7 change la menace pour la défense aérienne russe, et cela tient à la façon dont un missile balistique et un missile de croisière volent réellement. Vous voyez, l'Ukraine est devenue extrêmement efficace avec les missiles de croisière et les drones. Pendant ce temps, la Russie a passé 3 ans à adapter sa défense aérienne face à cette menace. Le profil d'attaque dominant de l'Ukraine implique des armes volant à basse altitude, planant près du terrain, où le radar ne capte pas bien, ou est bloqué par le même terrain qui entoure les drones. Le drone FP1 fonctionne de cette manière, tout comme les missiles de croisière tels que le Storm Shadow. Ainsi, toute l'architecture de défense aérienne en couche de la Russie est largement orientée vers la détection et l'interception des menaces arrivant à basse altitude et à vitesse subsonique ou transonique. Les armes balistiques, comme les ATACMS, en revanche, suivent une trajectoire à haute altitude et plongent vers leur cible à une vitesse supersonique, posant un défi d'interception très différent. Un missile balistique fait précisément l'opposé de ce que ces systèmes combattent. Après son lancement, le FP7 s'élève brusquement à plus de 65 km, là où l'atmosphère est trop mince pour une interception aérodynamique classique. Il redescend ensuite vers sa cible selon une trajectoire de rentrée abrupte, accélérant sous l'effet de la gravité, et atteignant près de Mach 4,5 dans la phase terminale. Même le Pantsir-1, le système de défense aérienne à courte portée le plus largement déployé de Russie, a peu de chances de le détecter, et de lancer un missile d'interception pour l'attraper. Les missiles du Pantsir sont conçus pour engager des cibles volant jusqu'à Mach 3, dans des conditions d'engagement idéales. À Mach 4,5 sur une trajectoire de descente abrupte, la fenêtre d'interception se réduit à quelques secondes. Le S-400, le système de défense aérienne longue portée le plus performant de la Russie, est théoriquement capable d'engager des cibles balistiques. Mais il nécessite une détection précoce, des données de ciblage précises et un environnement d'engagement relativement dégagé pour fonctionner de manière fiable. Cela signifie que les S-400 devraient détecter le lancement réel d'un FP7 et disposer de données pour trianguler la destination possible afin de lancer un intercepteur, plutôt que d'attendre que le missile réentre dans la basse atmosphère. Et la Russie a un autre problème dans ce scénario de défense proposé. La Russie ne peut pas vraiment se permettre de garder ses systèmes S-400 exclusivement concentrés sur les menaces balistiques. La campagne persistante de drones et de missiles de croisière que l'Ukraine mène depuis 2022 oblige ces mêmes systèmes à répondre en permanence aux menaces à basse altitude. Puisque le S-400 dispose de loin du système de détection radar le plus complet et le plus avancé pour diriger d'autres mesures défensives. Imaginez donc une campagne possible où l'Ukraine utiliserait les nouveaux missiles balistiques en tandem, avec des armes déjà éprouvées comme les drones ou les missiles de croisière. La Russie doit rapidement décider quelle cible prioriser, un calcul pratiquement impossible à faire avec certitude en n'ayant que quelques minutes devant soi. Pour en savoir plus sur les difficultés de la Russie avec le S-400 et la façon dont l'Ukraine a rapidement neutralisé ses défenses réputées complètes, abonnez-vous à The Military Show. Nous vous présentons les derniers développements en vidéo quotidienne. Mais revenons aux missiles. Le système de lancement lui-même est également un aspect important de la conception et a attiré l'attention dès le début pour sa capacité à tirer et à se déplacer rapidement. Les opérations traditionnelles de missiles balistiques sont associées à de grands tracteurs érecteurs lanceurs lourds, des véhicules militaires spécialisés qui sont longs, distinctifs et difficiles à dissimuler. Prenez par exemple le système Iskander russe, que l'Ukraine tente de cibler et de détruire tout au long de la guerre, en raison des dégâts qu'il a causés aux villes et aux infrastructures ukrainiennes. L'Iskander utilise un véhicule qui est sans aucun doute une plateforme d'armes. Il ne sera certainement pas confondu avec un camion de livraison. Il ne peut pas être caché dans un entrepôt civil sans une préparation importante. Ses déplacements sont traçables, ses sites de lancement sont détectables, et son infrastructure de soutien crée une signature logistique que les systèmes de renseignement peuvent suivre. Le FP7 adopte une approche totalement différente. La configuration de lancement à chaud signifie que le moteur à propergol solide s'allume directement depuis un rail incliné exposé, sans avoir besoin de tubes ou de conteneurs de lancement. Cela permet de simplifier considérablement le système de lancement. Le lanceur peut être installé sur une remorque standard, selon des concepts similaires aux autres conceptions ukrainiennes. Cela signifie que le système peut être remorqué par un camion militaire standard, ou même civil, déplacé rapidement,
entre différentes positions de tir et stockés dans des installations qui ne seraient pas immédiatement identifiées, comme des dépôts d'armes par les images de reconnaissance. Imaginez ce que cela implique sur un champ de bataille où les deux camps ont une reconnaissance continue par drones et satellites. Un convoi de remorques plateaux standards circulant sur une route ne suscite pas la même alerte qu'une colonne de véhicules lanceurs militaires dédiés. Une remorque garée dans un bâtiment agricole ne ressemble pas à une batterie de missiles balistiques. Mais au moment où l'Ukraine décide de tirer, le lanceur est mis en position, le missile est érigé, et le système est prêt. Après le lancement, le lanceur s'éloigne. Tout le concept reflète la philosophie du tir et esquive, qui rend le HIMARS si difficile à détruire pour la Russie. Le système tire et disparaît avant qu'une frappe de contre-batterie puisse être organisée. L'Ukraine a passé des années à perfectionner ces mécanismes, et des milliers d'heures à tester l'artillerie et les armes occidentales à longue portée pour prouver que la stratégie du tir et oubli est la meilleure voie. Et puisque le lanceur du FP7 est vraisemblablement conçu dès le départ pour s'adapter précisément à ce scénario, il y a un autre effet cumulatif qui mérite d'être souligné ici. Parce que le lanceur est relativement simple et compact, l'Ukraine peut potentiellement en déployer davantage simultanément. Une batterie de missiles balistiques traditionnels nécessite une infrastructure de soutien étendue, des équipes spécialisées et une logistique importante. Un système sur remorque, avec moteur à propergol solide et rails de lancement simplifiés, demande bien moins de moyens. Cela signifie davantage de points de lancement potentiels répartis sur une zone plus large, rendant l'ensemble du système plus difficile à cibler et à détruire face aux efforts russes de contre-batterie et d'interdiction aérienne. La tête explosive relativement petite est un autre indice du type de cible que le FP7 est conçu pour détruire. Pour le découvrir, nous devrons le comparer à d'autres systèmes de lancement. Prenez le missile Hellfire, l'arme de précision air-sol qui constitue l'épine dorsale du soutien aérien, rapproché occidental depuis des décennies. Il transporte une ogive qui pèse environ 9 kg. Il est conçu pour détruire des véhicules isolés, des positions fortifiées ou des structures légères. Pendant ce temps, à l'autre extrémité du spectre, il y a le missile de croisière Storm Shadow, qui transporte environ 450 kg de matière explosive dans une ogive, spécialement conçu pour détruire des structures renforcées et durcies, comme des bunkers souterrains, des centres de commandement fortement fortifiés et des infrastructures profondément enfouies. Le FP7 se situe quelque part au milieu, et ce n'est pas un hasard. La probabilité d'erreur d'environ 14 mètres était notable, ce qui suggère que le missile est conçu pour détruire des structures plutôt qu'une seule petite cible. Dans sa catégorie, le missile suffit sans doute à neutraliser un radar ou détruire un poste de surface ou un dépôt de munitions. Il peut aussi effondrer une travée de pont ou rendre un nœud ferroviaire inutilisable, compliquant la logistique. Le FP7 ne peut sans doute pas cibler d'infrastructures très enfouies et protégées. Mais il est à noter que la Russie n'a pas vraiment eu le temps, ni l'infrastructure pour créer ce type de poste de commandement, ou de structures défensives autour de l'Ukraine. S'ils n'ont pas déjà été visés par des Storm Shadows ou des ogives similaires, ils n'existent probablement pas ou restent insignifiants dans le contexte général de la guerre. Bien sûr, il y a une autre distinction importante lorsqu'on parle du développement du missile lui-même. Même si le FP7 peut être considéré comme le modèle intermédiaire, Firepoint n'en a pas fini. Ils construisent un grand frère qui pourrait devenir la vedette des armes à longue portée de l'Ukraine, le FP9. À longue portée, des systèmes comme le drone d'attaque FP1 et le FP5 Flamingo offrent à l'Ukraine la capacité de frapper loin derrière les lignes ennemies. Le FP7 ajoute désormais une nouvelle dimension à cet arsenal, en étendant les capacités de l'Ukraine à la catégorie des missiles balistiques de moyenne portée, avec une portée d'environ 120 miles. Le FP9 appartient à une catégorie totalement différente. Il a une portée prévue de plus de 530 miles, et une ogive pesant plus de 1700 livres. Firepoint espère commencer les essais de l'arme au début de l'été 2026, marquant la prochaine étape vers la mise en service du système. Si ces chiffres se confirment, le FP9 représenterait le premier missile balistique produit localement dans l'histoire de l'Ukraine, avec une véritable capacité de frappe stratégique. Un lancement depuis le centre ou l'est de l'Ukraine placerait théoriquement Moscou à portée. Un lancement depuis la zone de contact actuelle dans l'est de l'Ukraine pourrait viser chaque installation militaire russe, centre logistique et site industriel dans les territoires occupés, ainsi qu'une grande partie du sud de la Russie elle-même. Donc, comme vous pouvez le voir, le FP7 sert essentiellement d'exemple plus abouti de ce que la production et la conception nationale peuvent accomplir.
Les conceptions précédentes ont ouvert la voie à l'intégration de Firepoint dans les systèmes de défense ukrainiens principaux. Le FP7 peut carrément remplacer les missiles occidentaux essentiels et limités par des alternatives moins coûteuses et plus faciles à entretenir. L'Ukraine est passée de pratiquement aucune capacité balistique nationale à développer ses propres missiles capables de frapper en profondeur à l'intérieur de la Russie. Grâce à ces missiles de pointe, l'Ukraine pourrait viser plus de cibles et affaiblir progressivement la défense russe. Pendant la majeure partie de la guerre, la Russie a misé sur son principal avantage, sa supériorité numérique en troupes et équipements militaires. Et elle pouvait aussi bombarder l'Ukraine grâce à son artillerie et sa production de munitions supérieures. Ensuite, elle pouvait utiliser des drones fournis par la Chine, le brouillage des signaux électroniques et certains des systèmes radars les plus avancés pour neutraliser les drones à courte portée. Mais maintenant, avec des missiles balistiques nationaux capables de démanteler lentement et régulièrement les anciens systèmes de défense russes, l'avantage penche en faveur de l'Ukraine à chaque nouveau développement. Cela pourrait marquer la fin de la ligne de front russe. Merci d'avoir regardé. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur les chiffres derrière les échecs de la Russie, ne manquez pas de regarder cette vidéo. Abonnez-vous aussi à The Military Show pour suivre chaque jour l'actualité des armements, des stratégies en Ukraine et des évolutions militaires mondiales.